Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Clémentine de Self Love Home. Clémentine est thérapeute psychocorporelle et à travers cette interview, elle va nous expliquer en quoi consiste sa pratique. Elle nous parlera également de son parcours, de comment elle est passée d'un poste à haute responsabilité dans une grande société à thérapeute psychocorporelle. On échangera également sur le sujet de la suradaptation, un principe peu connu et pourtant la majorité des personnes le vivent. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour Amandine. Alors je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Pour Soi. Et moi je suis ravie d'être là. On va commencer tout de suite par la première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Clémentine et récemment j'ai fondé Self Love Home qui est un lieu virtuel de compréhension, de connaissance et d'écoute de soi. D'accord. Et j'ai vu donc, tu te présentes comme thérapeute psychocorporelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie ? Oui, tout à fait. Donc, je suis thérapeute psychocorporelle et professeure de yoga de la femme. Donc, la psychocorporelle, c'est vraiment travailler avec le mental et avec le corps. Donc, parfois, on a besoin de commencer. La porte d'entrée va être plutôt le mental puisque la personne a besoin vraiment d'une compréhension, de nourrir, on va dire, l'esprit. Et le mental a besoin d'avoir des informations. Et puis ensuite, on va essayer d'intégrer toutes ces transformations, informations, intégrations dans le corps. D'accord. Et en fait, ça se présente comment ? Par exemple, une personne vient te voir. Ça se passe comment ? Il y a un échange au début ou comment ça se passe ? Il y a toujours dans la première séance, elle est souvent plus longue que les séances d'après. Je prends du temps pour écouter la problématique de la personne. En tout cas, la problématique ou le déséquilibre. Parce que parfois, il n'y a pas forcément une problématique particulière, mais on peut se sentir peut-être, ça peut être par exemple, je me sens pas alignée dans ma vie personnelle, je me sens pas alignée dans ma vie professionnelle, ou alors j'ai toujours physiquement des maladies qui reviennent ou des douleurs chroniques, on va dire. Et donc là, on peut aller regarder aussi si émotionnellement il y a quelque chose dont la personne n'a pas conscience. Donc c'est pour ça que la porte d'entrée peut être via le corps, ou via, on va dire, le mental. Et ça dépend de ce que la personne, j'ai envie de te dire, ce que la personne me présente comme problématique, comme situation, ou peu importe ce qu'elle a besoin de travailler. D'accord. Et alors, juste pour vraiment bien comprendre, en fait, un thérapeute psychocorporel, il y a quand même, on va dire, une manipulation ou c'est vraiment tout par l'oral, en fait ? Aucune manipulation. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de manipulation. Alors quand je vois les gens, c'est vrai que j'ai beaucoup développé la visio par rapport au contexte actuel. Mais c'est vrai que quand je fais des séances en présentiel, il peut y avoir par exemple un oracle. Tu vois, donc ça va être un tirage de cartes spécifique. Alors on a tous des oracles différents dans ce qu'on veut travailler. Moi c'est celui de l'amour universel parce que ça va m'aider parfois quand je sens qu'il y a des blocages inconscients qui ont du mal à remonter et que je sens que c'est le moment. Je fais ce tirage de cartes qui va m'amener à avoir une autre lecture. Et souvent, c'est hyper bluffant. Donc ça, évidemment, c'est des choses que je vais faire en présentiel et pas en distanciel. En revanche, il n'y a aucune manipulation physique. D'accord. Et donc, il y a un côté aussi spiritualité alors aussi. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas forcément... Tous les thérapeutes psychocorporels ne l'auront pas forcément. Moi, je l'intègre parce que je l'ai, que ça me semble très important. Donc évidemment, il y a une dimension spirituelle dans mon accompagnement. Mais j'ai envie de dire aussi... C'est un chemin, donc si je vois que la personne, elle a pas forcément, c'est pas forcément son chemin, je vais pas arriver avec ça au départ. On va y aller progressivement, la confiance s'instaure, et puis souvent après, c'est d'elle-même qu'elle me dit « Oh, c'est fou, tu m'as parlé de ça la dernière fois, je me suis ouverte et c'est arrivé ». Et donc c'est là où je me dis « Ça y est, ça opère ». Parce que souvent, en plus, par rapport à la spiritualité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont un peu peur et qui ne comprennent pas forcément. Et c'est vrai que si on leur approche tout de suite, on leur parle de spiritualité, ça peut peut-être les braquer parce qu'à la base, elles ne sont pas ouvertes à ça. Mais c'est vrai que d'avoir une approche différente et de leur expliquer exactement en quoi ça consiste, ça peut peut-être les rendre un peu plus confortables, on va dire. C'est surtout l'expérimentation, en fait.
C'est-à-dire qu'à partir du moment, sans parler de spiritualité, mais que je vais donner un exercice, parce que souvent je donne des petits exercices à faire, en tout cas je les propose, la personne est vraiment libre de les faire ou non, évidemment, entre les séances. Et dans ces exercices-là, je vais, on va dire, moi, amener ma petite touche, mais la personne s'en aperçoit pas forcément. Et quand elle va expérimenter, quand elle va faire l'expérience de cet exercice et qu'elle va me dire c'est incroyable ce qui s'est passé, bah du coup, ça y est quoi. Il n'y a plus besoin en fait de justifier ou d'expliquer, j'ai envie de dire un peu l'inexplicable parfois, il y a un petit soupçon de magie dans la vie. Et bah du coup, la personne, bah, elle n'a pas besoin qu'on lui prouve quoi que ce soit. Elle l'a juste ressenti. Et c'est ça qui est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette pratique plutôt qu'une autre? Comment t'as abouti sur cette pratique? Quand j'ai fait une reconversion professionnelle, j'avais déjà commencé à faire du yoga depuis un petit moment. Donc la pratique, on va dire corporelle, je l'avais déjà initiée et ça m'avait apporté énormément dans ma vie. Ensuite, j'avais vraiment envie, j'adore tout ce qui est développement personnel en termes psycho, j'adore la compréhension du cerveau, je trouve ça absolument passionnant. Et j'avais envie de trouver une formation qui me permettrait d'allier les deux. J'avais pas envie de faire une formation psycho, j'avais pas envie de faire une formation au départ prof de yoga, j'avais envie de trouver quelque chose parce que pour moi c'était très important par rapport à mon vécu. J'ai fait beaucoup de choses au niveau du corps, en termes de thérapie, j'ai fait beaucoup de choses au niveau aussi de l'esprit, en termes de thérapie également, et j'avais vraiment envie de trouver une formation qui pouvait mêler les deux, et c'est ce que j'ai trouvé dans la formation psychocorporelle. Et après, j'ai souhaité faire une formation plus spécifique en yoga de la femme, parce que ça correspondait à l'énergie. En tout cas, j'avais des femmes qui se posaient beaucoup de questions, qui étaient très stressées, qui avaient voilà, une énergie qu'on appelle yang. Alors je ne sais pas si voilà, l'énergie du masculin, comme on peut dire, donc très dans l'action, le speed, tu vois, la gestion du temps. Et c'est vrai que ce yoga, à titre déjà personnel, m'a beaucoup aidée dans ma vie et j'ai eu envie de le transmettre. Mais j'essaye vraiment d'en parler de ça parce que c'est vrai qu'on oublie souvent quand on est patient ou client, ça dépend comment on l'appelle, mais que la personne qu'on a en face de nous, souvent elle a traversé des choses à peu près similaires aux nôtres, et c'est pour ça qu'aussi qu'elle fait cette pratique, et c'est pour ça je pense que toi tu es arrivé là-dedans, c'est que tu as traversé certaines étapes de ta vie qui t'a mené à cette pratique. C'est pas tu t'es levé un jour le matin et tu t'es dit bah je vais faire ça, c'est qu'il y a vraiment un sens dans ça, et tu as déjà vécu des choses, tu sais de quoi tu parles aussi. Ah bah oui, moi je dis toujours, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies. J'ai une vie professionnelle précédente très active, où j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu besoin d'aller vers quelque chose de plus doux, d'être plus dans la conscience, vraiment voilà, d'être plus sur mon chemin. Et c'est pour ça que, comme on dit, la vie est un chemin, puisque je suis toujours dans une perpétuelle évolution. Alors, question suivante, à quel moment devrait-on venir voir une thérapeute psychocorporelle ? N'importe quand. Ben, en fait, c'est surtout quand on se sent, j'ai envie de dire désaligné, mais pour que ça parle peut-être plus aux gens, quand on est en quête peut-être de plus se comprendre. Alors ça peut être au niveau alimentaire, parce qu'il y a quelque chose qui passe pas, qui va pas. Donc là, on va parler dans la première porte d'entrée, c'est le corps. Ça peut être émotionnel. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai un problème de gestion des émotions, je pleure tout le temps pour rien, j'arrive pas à gérer. Ça peut être aussi des personnes qui ne supportent pas leur corps, donc une acceptation corporelle. Ça peut être aussi des schémas répétitifs, quelqu'un qui, tu vois, une relation amoureuse et qui à chaque fois reproduit le même schéma, avec par exemple une relation toxique. C'est vraiment comprendre et s'écouter. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça brasse quand même beaucoup de gens. En fait, c'est du moment où on ressent comme un mal-être aussi, je pense. Comme un mal-être, exactement, comme quelque chose qui est pas, c'est pour ça que j'aime bien dire pas aligné, ou quelque chose qui est pas, on se sent pas totalement bien dans sa vie. Et parfois, c'est un très bon complément aussi. J'ai beaucoup de femmes, puisque j'ai quasiment que des femmes, qui viennent en complément d'une séance de psychothérapie. Donc il y a des femmes qui font effectivement des séances de psychothérapie à côté, et qui viennent en psychocorporel et elles en parlent d'ailleurs à leur psy en disant je fais des séances de psychocorporel, on parle de ça ou ça. Et souvent c'est génial parce que même les psychologues, les psychothérapeutes disent ouais mais c'est bien parce que moi cette partie corporelle, ils ne l'incluent pas dans le travail. Et pour moi elle est très importante à un moment donné de poser une question, tu vois, à la personne qui va me transmettre par exemple une émotion, qui va me dire quelque chose. La question que je vais poser, ça va être mais qu'est-ce que tu ressens toi ?
quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Alors là, c'est, je sais pas. Écoute ce qui se passe. Le corps est un guide, est un gourou, est un vecteur. Donc, le corps, il sait. Et du coup, quand on raccroche aussi certaines choses, on se rend compte que les portes s'ouvrent et que c'est assez magique. Et tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en parlant de tout ce qui était... parce que souvent, j'ai la question, comment on fait quand on ne sait pas où aller, qu'on ne sait pas quoi faire? Et je disais aussi, je trouve que la solution, souvent, c'est d'arrêter toutes les distractions qu'on a autour de nous. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, on va chercher à occuper son esprit en regardant la télé, en allant faire du shopping, enfin plein de petites choses. On cherche en fait le bonheur en fait à l'extérieur de nous, alors que souvent, quand on va pas bien, le plus important c'est de se reconnecter à soi-même. Et je pense que toi, ta pratique, le principe de base, c'est peut-être ça aussi, c'est se reconnecter à soi, réapprendre à s'écouter, parce que comme tu l'as dit, il y a des personnes qui font même pas attention quand elles ressentent quelque chose à voir qu'est-ce qui se passe dans leur corps en fait, comment les émotions sortent. C'est aussi la gestion du temps, tu vois, dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné que tu fasses des séances, j'ai envie de dire n'importe quelle séance. Tu vas te faire masser, aller chez l'ostéo, aller faire une séance d'astrologie, une séance de psychocorporel, de yoga, peu importe. Déjà, c'est quelque chose de fabuleux puisque tu prends du temps pour toi. Et c'est un peu ce qui manque cruellement quand même. Alors évidemment, le confinement a aidé un petit peu les personnes à se recentrer sur elles, mais on se rend bien compte que quand le travail n'est pas profond ou quand il n'y a pas un travail suffisamment intégré dans le corps, les habitudes, elles reviennent. Alors j'ai envie de dire parfois les mauvaises, et puis on en a instauré d'autres des bonnes, mais tout ça, c'est pas grave. C'est des baby steps, ok, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que si on sent que finalement, on a essayé de nous-mêmes de faire des choses, mais que c'est pas encore bien intégré, dans ces cas-là, allez voir, j'ai envie de dire, un professionnel et peut-être celui qui vous parle le plus en premier. De toute façon, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de remède miracle. Donc à un moment donné, selon moi, la compréhension, et c'est vraiment ce que je développe de plus en plus, c'est la compréhension. La compréhension permet la reconnexion et permet l'écoute. Donc à partir du moment où tu as ça, généralement les choses elles deviennent beaucoup plus conscientes. Et tu sais pourquoi tu fais les choses. Et des fois tu fais des choix en conscience, même si ce ne sont pas forcément ce qu'on pourrait appeler les bons choix. Mais moi j'aime pas trop cette dualité. J'aime pas trop ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que l'espace du cœur, à partir du moment où on est relié à l'espace du cœur, et c'est ce que j'essaye en tout cas de travailler dans la pratique du yoga, c'est d'ouvrir cet espace et d'écouter. Et à partir du moment où tu sens que ça te fait vibrer, que ça te met en joie, c'est que c'est déjà un bon signe. Par rapport à ça, en fait, à ce que tu dis, il y a beaucoup de personnes qui ont plein de bonnes intentions à vouloir aller mieux. Mais la problématique, je pense, c'est un peu générationnel, mais c'est qu'on a tellement l'habitude, et en particulier avec les réseaux sociaux, d'avoir tout de suite. On est une génération où on a vraiment tout à disposition, donc on sait plus trop en fait attendre et à être patient, à pratiquer, on va dire, la patience. Et c'est vrai que souvent, quand on commence dans le développement personnel ou à faire un travail sur soi, c'est très dur parce que ça prend du temps dans tous les cas. On ne peut pas en un claquement de doigts ou en allant juste une fois chez le psychologue ou peu importe les thérapeutes, aller mieux tout de suite. Et ça aussi, faut que les personnes qui nous écoutent ou même qu'il ne faut pas oublier que ça prend du temps. Et je pense que toi, c'est pareil. Après, je sais pas, tu recommandes au niveau des séances de venir tous les mois. Si on veut régler une problématique, ça dure combien de temps à peu près au niveau des séances? Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je pense que la première étape justement, c'est de comprendre que la vie est un chemin. Je sais que ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est pas grave parce que je le pense et que je le ressens. Moi, ça fait 10 ans que je gravite autour du développement personnel, du bien-être, etc. Et je me rends compte à quel point je passe des steps. Et des fois, je passe des steps dans la douleur. Oui, parce que moi je continue toujours un travail thérapeutique, je continue toujours à me faire coacher, à suivre. Je suis en formation permanente et c'est vrai que à chaque fois, les moments, j'ai envie de dire même les plus difficiles, c'est les moments où tu vas passer un step, où il va y avoir quelque chose, une grande bouffée d'air. Voilà, moi c'est comme ça que j'aimerais le dire. Et là où tu as raison, c'est que bien sûr que ça prend du temps. Et on ne trouve pas tout de suite le professionnel avec qui ça va matcher. Et encore une fois, c'est pas grave. Et puis des fois, on va faire un travail avec quelqu'un. Moi, les personnes que j'accompagne, elles ne m'appartiennent pas. Donc si à un moment donné, elles me disent, on a fait un travail, c'était bien, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer, maintenant je voudrais aller expérimenter ou explorer autre chose, j'ai envie de dire, c'est très bien.
Et puis les personnes reviennent, ou elles viennent faire du yoga, ou elles reviennent parfois en thérapie parce qu'il y a une émotion qui s'est passée. L'important, c'est pour moi d'être dans le respect, aussi bien du thérapeute que de la personne qui est cliente ou patiente, en fonction de comment on veut l'appeler. Voilà, à partir du moment où il y a le respect, le reste, chacun doit faire aussi son chemin, et ça passe des fois par plusieurs thérapies en même temps. Pour des questions de budget ou des questions de temps, des fois il y a des gens qui aiment bien se focaliser sur une seule chose. Moi, je suis Gémeaux, alors si tu veux, j'ai toujours plein de trucs sur le feu, moi. Mais c'est parce que ça me convient. Mais il y a des personnes qui vont faire, par exemple avec moi, elles font la thérapie psychocorporelle, elles ne font que ça pendant 6 mois, et après elles sentent que... Alors moi, je suis pas... tu vois, ce que tu dis aussi est intéressant, parce que j'évolue dans ma pratique de thérapeute, parce que ça fait 4 ans. Donc j'évolue, et là j'ai pris vraiment une grosse évolution, j'ai vraiment une grosse évolution ces derniers temps. Et tu vois, par exemple, j'arrête petit à petit les séances, on va dire, uniques. Je sais pas comment... Oui. Et voilà, tu vois, là maintenant, je suis en train de créer un programme qui va sortir d'ailleurs très bientôt, là, début avril, où justement c'est 4 séances, parce qu'il y a quelque chose en fait qui me semble juste pour moi, et je veux que les gens s'engagent. Et voilà, pour rebondir encore une fois à ce que tu dis, c'est éviter aussi que les gens pensent à la baguette magique. Pour moi, c'est assez frustrant, même si j'ai rien à attendre des personnes qui viennent me voir, bien évidemment. Mais c'est vrai, quand tu passes 1h30 à décortiquer l'histoire de quelqu'un, à avoir envie aussi, en disant « Ah ouais, là c'est super, on va pouvoir travailler là-dessus, on va pouvoir travailler là-dessus », c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu, on peut avoir voilà, une petite touche de frustration, on reste des humains, et de se dire c'est dommage, je pense que ça aurait pu marcher, mais encore une fois, ça c'est la vie, et ça c'est pas grave. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que par exemple Marie-Ange, que j'ai interviewée sur le podcast, qui est réflexologue, je la connais très bien, et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est que souvent on fait juste une séance et les personnes ne reviennent pas forcément, mais elles ont rien vu dans un sens, parce que la première séance souvent c'est la découverte du thérapeute et la découverte du patient ou du client. C'est hyper important. Ah mais c'est un lien qui se crée. Alors moi je suis voilà, moi je suis assez proche des personnes que j'accompagne, alors je sais qu'il y a une limite, et la limite moi je la connais, c'est-à-dire la mienne, évidemment, mais après moi j'aime bien avoir ce lien, et c'est ce que je dis tout le temps. Des fois, comme tu me posais la question, est-ce que c'est des séances toutes les semaines, ça arrive qu'au début, moi j'aime bien faire 2-3 séances assez rapprochées, parce qu'on décortique, et on va justement voilà, aller, tu vois, enlever les couches de l'oignon pour aller au cœur, et puis après on peut espacer, ça peut être espacé de 3 semaines, 1 mois, peu importe. Et c'est vrai que du coup voilà, je dis tiens-moi au courant s'il y a quelque chose entre les séances, envoie-moi un petit WhatsApp s'il s'est passé quelque chose, parce que oui, moi je crée un lien avec les personnes que j'accompagne, et souvent quand c'est des personnes que j'accompagne quand même depuis un certain temps, je canalise des choses, et des fois c'est fou parce que je leur envoie un truc en disant « j'ai vu ça pour toi », et des fois c'est les personnes qui me disent « ah mais tiens, j'ai pensé à toi ». Bah oui, moi pile au moment où j'ai pensé à toi aussi. Donc tu vois, il y a un vrai lien qui se crée, et du coup c'est vrai qu'on s'investit, donc c'est quand même sympa quand il y a un travail qui peut être commun. Mais faut pas oublier, en plus, surtout avec des pratiques comme ça, c'est vraiment d'humain à humain. Un thérapeute, c'est pas un robot. Il y a vraiment un lien qui se crée, comme tu dis, une relation. En fait, c'est très important. Ça, faut pas l'oublier. Et pour casser un peu l'image, parce que c'est vrai que souvent, quand il y a des personnes qui ont pas encore commencé, on va dire, leur chemin dans le développement personnel, mais qui sont intéressées, quand elles nous entendent parler, ou voilà, souvent elles se disent mais non, mais c'est pas possible, elles sont nées comme ça, elles sont nées avec ces paroles, elles sont nées avec on va dire cette paix, on va dire, intérieure. Est-ce que tu as toujours été comme ça, ou tu t'es construite en fait? Alors moi j'étais pas du tout la paix incarnée, Ça, c'est bien que tu le signales, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on oublie de dire que c'était pas comme ça. Non, pas du tout. Moi j'étais quelqu'un avec un job qui était très commercial, qui était très donc rien à voir avec le côté vraiment Bouddha, paix intérieure, et le temps c'est génial, j'adore le vide, voilà, par exemple, mais pas du tout. Moi je remplissais, j'ai fait ça toute ma vie. Puis on a tous aussi nos traumas, faut pas oublier, on a tous aussi des choses de notre naissance ou de notre vie, et donc par rapport à ça, c'est quand j'ai commencé. Est-ce que j'ai une raison particulière? Je peux pas te dire. J'ai commencé en tout cas à m'intéresser quand j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel. Ça m'a passionnée. Quand j'ai toujours aimé l'anatomie, le corps humain, le fonctionnement, je trouve que
pour moi, c'est assez magique et incroyable. Ne serait-ce que la femme qui peut mettre un enfant au monde, je trouve ça complètement dingue. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai fait un bac sciences médico-sociales, donc avec beaucoup de biologie. Donc voilà, ça m'a vraiment toujours passionnée de comprendre. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc la première porte d'entrée pour moi, ça a été le mental. Et ensuite, j'ai découvert le yoga où là, j'ai compris que le corps avait une importance capitale. Mais j'ai découvert le yoga beaucoup plus tard, hein. Donc ma première porte d'entrée, c'était le développement personnel. Et puis, du coup, oui, ça fait quoi? Ça fait quand même, je vais avoir 38 ans, donc ça fait quand même maintenant longtemps. Donc non, je suis pas née du tout là-dedans. Et puis, je me suis construite, à un moment, j'ai même arrêté le yoga, j'ai arrêté le développement personnel parce que, voilà, j'avais la tête ailleurs, j'étais dans mon boulot à fond. Et du coup, ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai mis ça de côté. Et puis, c'est quand même revenu. Et je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose à transmettre, j'ai des choses à dire par rapport à mon histoire et par rapport à ce que j'ai vécu. Comme tu dis, voilà, moi j'ai fait une vraie déviation professionnelle comme plein d'autres gens. Et c'est vrai que maintenant, on peut avoir des paroles où on se dit, ouais, un peu facile, s'écouter, ok, mais il y a toujours un premier pas à faire. Moi, je l'ai fait le premier pas. La première séance de thérapie que j'ai faite, je savais pas trop où j'allais. Il y a toujours un premier pas. Et puis au fur et à mesure, on avance. Mais je pense que le critère principal dans tout ça, c'est juste il faut être curieux. Et la curiosité, je pense que ça s'apprend. Mais c'est la curiosité, je pense, qui nous a tous menés sur le chemin où on est. Et moi, c'est pareil, c'est dingue que tu aies dit ça parce que moi, à 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et en fait, c'était par curiosité parce que j'étais tombée sur des vidéos d'Oprah Winfrey sur YouTube et j'en ai consommé une quantité pas possible. Et en fait, après, ça m'a amené sur des livres, enfin voilà. Et c'est un enchaînement de petites choses. C'est ça aussi quand on commence dans le développement personnel. C'est voilà, il faut de la patience, il faut de la curiosité et c'est plein de petites choses, de personnes qu'on rencontre qui nous mènent en fait sur le bon chemin en fait. Il n'y a pas de solution miracle, c'est tout le monde a son chemin Et après il y a l'envie. Tu vois, moi je sais que si on n'a pas envie d'aller là-dedans, et ça j'aime bien le dire, c'est pas grave. Et ça fait pas quelque chose, ça fait pas quelqu'un, ça fait pas de nous une mauvaise personne, quelqu'un qui n'a pas envie de contribuer au monde, parce que je pense qu'il faut faire juste attention à toutes les injonctions au niveau du bien-être, du développement personnel. Encore une fois, ce n'est pas grave. Vous avez tous le droit d'avoir une vie. Alors déjà, les personnes qui écoutent ce podcast, je pense qu'elles sont déjà un minimum, en tout cas, elles ont envie. Mais si autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas envie de comprendre, qui n'ont pas envie d'aller plus loin dans la mission de vie, d'en comprendre pourquoi elles sont là, mais c'est pas grave. Enfin, il faut tout pour faire un monde. Donc, moi, je pense que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qu'elles sont les plus beaux influenceurs. C'est-à-dire que c'est vraiment vis ton expérience, sois toi heureux. Et peut-être que là, les gens autour vont être curieux et dire, dis donc, toi, t'es vachement bien, t'as l'air bien dans ta peau, t'as l'air bien dans ta tête, mais comment tu fais ? Et là, c'est intéressant. Mais je pense que prôner quelque chose et dire « Ah, tu sais, il faut que », je pense que ce qui est important, c'est de faire son chemin. Et quand tu vois quelqu'un, de toute façon, on le voit, quelqu'un, regarde les réseaux sociaux, tu vas plus aller vers quelqu'un qui sourit, qui est épanoui, qui est heureux, que quelqu'un qui est plutôt triste. Ou alors, c'est vrai que des fois, on aime bien un peu le drama, mais je veux dire, ou alors il y a une histoire derrière, où c'est intéressant, mais sinon, t'as plus envie de te faire guider par quelqu'un qui a le sourire, que quelqu'un qui a l'air triste et qui fait la tête. Donc, tu vois, c'est ce que je veux dire par là, c'est que, moi maintenant, je suis de plus en plus heureuse dans ma vie. Je fais des choix, je prends des risques. J'ai changé de ville natale, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et je suis accompagnée aussi. Et c'est juste mes expériences qui vont parfois donner envie à d'autres personnes qui vont dire « Ah ouais, mais en fait, c'est possible. Ah bah oui, elle l'a fait. Elle l'a fait, elle n'est pas milliardaire, elle est toute seule, et elle l'a fait. Bah oui. Donc je trouve que ça, c'est déjà... moi, c'est ce que je dis tout le temps. Ils sont mes clients, mes patients, mes élèves sont mes plus beaux influenceurs.
Et tu as précisé quelque chose de très important aussi. Vu que le développement personnel, c'est très à la mode, ça a créé une culpabilité auprès des personnes qui se posent pas de questions. Et voilà. Et dans un livre, j'avais vu que l'auteur avait appelé cette catégorie de personnes les bienheureux. Et c'est vrai qu'il faut pas avoir honte si on est très bien dans ses baskets, si on se sent heureux. Faut pas avoir honte, on n'a pas besoin de d'être dans le développement personnel. Moi, je sais que mon copain, par exemple, c'est quelqu'un qui est pas très ouvert au développement personnel, mais parce qu'il est très bien dans ses baskets et qu'il en a pas besoin. Après, c'est un ressenti et faut pas se forcer aussi, comme tu l'as dit. Non, surtout pas, parce que je pense que c'est pas... en tout cas, il faut pas se forcer pour quelqu'un. Oui, il faut pas se forcer pour pour le faire, pour le collectif, parce que ça fait bien. Je pense qu'il faut faire les choses avec envie. Et si tu es curieux, tu as envie d'aller voir plus loin et tu as envie de faire une séance pour voir, eh ben fais-le. Il y a des gens qui ont des révélations et qui se disent « Oh, mais c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est formidable ». Et puis voilà, mais c'est un peu comme le yoga. Moi, c'est pour ça que j'aime bien. C'est vrai que la pratique du yoga, je trouve ça assez intéressant parce que tu fais une pratique qui est plutôt physique à la base, mais en fait, tu travailles énormément de choses. Enfin, en tout cas, principalement au yoga de la femme, mais dans plein d'autres yogas où tu peux faire de la méditation ou d'autres choses. Mais c'est vrai que ça évite de faire travailler le mental. Et puis en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, j'ai ressenti ça. Mais pourquoi ? Ou alors, j'ai pas ressenti. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et après, des fois, tu as envie d'aller creuser. Mais il faut surtout pas se culpabiliser si on n'en a pas envie. Parfois, il y a des expériences dans la vie qui peuvent arriver 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après et qui vont nous donner envie de faire ce travail. Donc, il faut pas bousculer, ça sert à rien. Après, le plus important, c'est apprendre à s'écouter. Quand on s'écoute, qu'on se dit, on se pose des petites questions, enfin voilà, après c'est le mental, mais on critique souvent les pensées négatives, mais souvent les pensées négatives, elles disent beaucoup de choses. Et souvent, si on a des ressentis et qu'on a besoin d'aller vers le développement personnel, il faut y aller. Et si on n'a pas le besoin, ça sert à rien, tout simplement. J'ai vu que dans un de tes IGTV, tu avais parlé de la suradaptation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie ? La suradaptation, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai eu des signaux. Alors tu vois, j'ai fait énormément de spasmophilie, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse quand j'étais plus jeune, et il n'y a encore pas si longtemps que ça. Avant que je sois thérapeute, avant que je change de vie. Et c'est vrai que tous ces signaux-là, je les ai un peu écartés, ou j'ai un peu mis sous le tapis, entre guillemets, en prenant des médicaments, des antidépresseurs, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai aussi eu des schémas répétitifs dans ma vie personnelle, avec le même type d'homme, qui du coup la souffrance était la même, mais je recommençais quand même la même chose. Et donc du coup, je n'ai pas à ce moment-là pris conscience à quel point mon corps m'alertait. Mais quand je dis le corps, faut pas se méprendre, hein, l'esprit fait partie du corps. Donc le corps m'alertait en m'envoyant des messages, mais moi c'est pas grave. Je sentais que j'étais épuisée, que j'étais fatiguée, que ça me convenait pas, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas, mais j'y retournais quand même. En fait, tu t'écoutais pas. Tout à fait, c'est pour ça que maintenant, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de transmettre, c'est la compréhension et l'écoute de soi, parce que moi, ne m'écoutant pas, forcément, c'est comme des couches que tu rajoutes l'une au-dessus de l'autre. Donc il y a une adaptabilité qui est parfois nécessaire sur certaines choses, et encore que maintenant je mets des guillemets, ça dépend vraiment des situations. Mais en tout cas notre société nous amène à nous suradapter. Là en ce moment, ce qu'on fait avec le confinement, c'est nous adapter. Au bout d'un an, je pense que certaines personnes, beaucoup d'entre nous, se suradaptent à la situation. Parce que le temps fait que c'est tellement long qu'on n'a pas le choix, toujours. On a toujours le choix, mais là en l'occurrence, il y a certaines choses où on est un peu quand même, c'est un peu plus compliqué. Donc attention, parce que ça crée des burn-out, ça peut créer des maladies psychologiques, psychiatriques, corporelles. Donc je dis juste d'être alerté, de s'adapter en permanence. Je pense que c'est contraire à vivre une vie heureuse en fait. Et je le dis d'autant plus que moi c'est ce que j'ai vécu. Mais après on est programmé dès l'enfance à s'adapter. On s'adapte à l'école, on s'adapte... avec notre entourage, nos amis, tout ça, c'est souvent l'adaptation, vraiment, j'avais jamais fait le lien, en fait, mais c'est vrai que c'est quand même un fléau, parce que, sans s'en rendre compte, c'est comme un peu rentrer dans le moule.
Et bien sûr, tu rentres dans le moule. Alors c'est rigolo parce qu'hier, je regardais un reportage sur les gens qui décidaient de vivre une autre vie. Je suis tombée complètement par hasard là-dessus, si le hasard existe. Et une femme avait décidé de déscolariser ses enfants et de faire l'école à la maison, mais vraiment de manière très ouverte. Alors au début, je me suis dit, waouh, c'est quand même... déjà, je trouve ça courageux. Et de deux, et elle était entourée de ses amis. À un moment donné, elle a une conversation avec ses amis qui lui disaient, mais t'as pas peur, mais t'es pas inquiète. Et du coup, tu vois, c'était un choix qu'elle faisait, parce qu'il la regarde, mais du coup, autour d'elle, c'était complètement dingue. Et c'est valable pour beaucoup de choses. Si tu sors un peu du moule, si tu décides de faire autrement, moi j'ai une famille quand même assez, tu vois, voilà, qui rentre quand même un peu dans les cases. Et de sortir de ça, il faut aussi accepter, il faut une bonne dose de confiance en soi, ce qu'on n'a pas toujours, pour se dire, allez, en tout cas, est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais pas, c'est le mien, je l'assume, et puis de toute façon, ça me fera grandir. Mais c'est vrai que le jugement des autres, c'est très très compliqué. Et parfois, c'est ça aussi qui nous empêche de nous écouter. C'est parce qu'on écoute tellement les autres qu'on s'écoute plus soi-même. C'est vrai que dans le programme que je propose, c'est déjà de travailler aussi sur sa confiance en soi et le jugement qu'on a vis-à-vis des autres, mais de soi-même. On a un jugement, on est très dur avec nous-mêmes. Parfois, on n'est pas aussi dur avec les autres, avec nos amis, avec notre famille, qu'on l'est avec nous-mêmes, les mots qu'on emploie. Moi, je le remarque, et du coup, en séance, quand les gens parlent en séance psychocorporelle, je dis « hop, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ah oui, non, reformule ça, juste pour voir ce que ça te fait. Bah oui, c'est plus doux, bah oui, c'est plus joli. Bah évidemment que ça te donne un peu plus d'amour, quand même. Donc, petit à petit, se parler différemment, je trouve ça quand même très intéressant. Et je pense qu'on en a bien besoin. Ouais, et moi dans le journal pour soi, en fait, en partie la partie du centre, en fait, qu'on peut remplir le matin ou le soir, c'est ça, en fait, c'est par exemple quand on a nos pensées négatives, souvent si elles restent juste dans notre mental, en fait, on peut être terriblement méchant avec soi-même, alors que déjà, les mettre sur un papier, c'est différent, on peut l'écrire, mais on se rend compte, on prend de la hauteur et on se rend compte de ce qu'on dit réellement en fait. Et en plus, la deuxième case d'à côté, c'est par exemple, si tu avais un ami qui avait ce problème, qu'est-ce que tu lui dirais? Et là, tout de suite, c'est ce que tu viens de dire exactement en fait. On change le vocabulaire, on change d'approche. Mais ça switch, tu sais que ça, au niveau du cerveau, ça switch ton état d'esprit. Donc c'est pas juste de faire un exercice, ah oui, ok, non, c'est qu'au niveau du cerveau, ça switch. Donc c'est quand même hyper intéressant parce qu'on va partir de quelque chose de « je suis trop ceci » ou tu vois, utiliser des petits mots comme ça et qui en fait, en étant transformé, va remettre encore une fois un peu de bienveillance et de douceur. Et si on commence pas par soi, on a quand même beaucoup plus de mal à l'être avec les autres. Donc voilà, revenons à notre essence et à cet alignement. Et puis on prend soin de nous, et puis en se disant des jolies choses, franchement ça coûte rien déjà, donc c'est même pas une question de prix, c'est même pas une question de temps puisqu'on ne fait quand même, on parle tous beaucoup, donc juste s'écouter un peu et se dire là je peux peut-être modifier mon discours avec moi-même, et moi je le vois dans le yoga de la femme, le regard que les femmes portent sur leur corps, c'est quand même, et je l'ai fait moi-même, donc je sais très bien, mais c'est vrai que ce regard est dur. Alors moi, pour conclure les interviews, j'aime bien poser deux petites questions. Pour la nouvelle saison, j'en ai rajouté une. Si tu avais un conseil sur le bien-être mental à donner, qu'est-ce que tu nous dirais? Je donnerais un conseil pour faire ma promotion de 2 minutes sur mon programme qui va sortir. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Si j'ai envie... Bon, je sais que c'est encore des notions peut-être pour certaines personnes, mais l'écoute de soi, comment prendre juste... En plus, on est au printemps, c'est une saison qui est très douce dans les températures, il y a quelque chose, on se réouvre. Alors évidemment, oui, je sais qu'on est confiné, mais c'est pas grave. On peut se délester aussi un petit peu, on sort de l'hiver, donc on enlève des couches. Donc voilà, je trouve que l'idée que tu as donnée aussi tout à l'heure, le journaling aussi, comme on l'appelle, écrire, peut-être tous les matins, prendre une couleur qui va définir un peu son humeur du moment, et de se rendre compte que si c'est pas ok aujourd'hui, c'est pas ok, c'est pas grave. Et puis que le lendemain, il y aura peut-être un peu plus de soleil, et voilà.
C'est le lâcher prise et être dans le moment présent. Enfin, si je peux résumer, c'est... Oui, c'est ça. c'est ce gros travail. Mais en même temps, tu vois, l'instant présent, je lisais quelque chose la dernière fois dessus. Moi, c'est une notion que j'ai toujours eu un peu de mal à transmettre. Et c'est vrai que la personne qui expliquait disait, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'instant présent. Il y a juste à vivre la vie telle qu'elle est. Avec son lot, évidemment, hein, on n'est pas là pour dire c'est que du bonheur, mais vivre sa vie. Et je trouve que c'est assez juste. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie et que tu aimerais partager avec nous ? Est-ce que je peux en dire 2, Amandine ? Oui, tu as le droit. Je vais en dire un qui a été vraiment un des premiers livres de développement personnel qui m'a marqué. C'est le livre de Laurent Gounel qui s'appelle « L'homme qui voulait être heureux ». Tout est assez dit dans le titre, tu vois, ça te donne bien la tonalité du livre. Il n'est pas très gros, je le trouve très accessible. Tu vois, c'est pas un bouquin que tu as besoin de relire chaque page en disant « oh là 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 », tout ce qu'il explique, parce que parfois tu as des livres qui sont beaucoup plus difficiles quand même à entrer hein, dans les livres de développement personnel. Celui-ci, pour moi, je trouve que c'est une pépite. Et un petit peu plus récemment, j'ai lu le livre, je vais écorcher son nom de famille, elle s'appelle Maud Hanouka, si je n'écorche pas son nom de famille, et le livre s'appelle Kilomètre Zéro. Et c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui condense beaucoup de choses, qui est une très belle histoire, et je pense qu'on peut la lire au degré dans lequel on est. C'est-à-dire que je suis persuadée que le livre, si je l'avais lu il y a 10 ans, je n'aurais pas compris les mêmes choses. Et si je le relis dans 10 ans, il y aura d'autres choses que je vais voir. Et je trouve ça génial en fait. Que tu puisses lire un livre 4 fois, 5 fois, 10 fois et qu'à chaque fois tu te dises « Waouh, c'est comme un film !» Tu dis « Ah mais ça, j'avais pas vu, j'avais pas compris comme ça. » Et ça, donc Kilomètre Zéro, je l'aime beaucoup. Ah, mais moi, j'adore c'est cette sensation quand tu relis des livres et tu as l'impression de les lire mais totalement différemment. Et les films, c'est pareil souvent. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais c'est incroyable en fait. Mais moi, il y a des films il y a un film que j'aime beaucoup, Mange Prix M par exemple. Mange Prix M, je l'ai vu de nombreuses fois. Et c'est vrai que des fois, je le regarde encore et il y a des choses que j'avais pas perçues, pas vues complètement. Et je trouve ça magique. Mais dans les livres, je trouve qu'il y a une réflexion, tu vois, quelque chose de différent, où des fois, tu peux avoir réellement des prises de conscience sur un mot. Et dans son livre, je trouve que, je sais pas si tu l'as lu, mais... Les deux, je les ai pas lus, mais je sais qu'ils sont dans la bibliothèque de ma maman, donc je pense que je vais aller lui piquer parce que tout le monde m'en parle. Ben je t'invite avec un petit stabilo à côté parce que tu verras, il y a des choses, tu te dis mais c'est génial, mais c'est génial, mais c'est génial. Et c'est vrai que là, je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé, mais j'en reparlerai certainement dans mon Instagram parce que je suis en train de lire un livre de Franck Lobvé qui s'appelle Ton autre vie. Et je trouve que c'est un livre magnifique, mais comme je ne l'ai pas terminé, je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, j'en suis à la moitié et je trouve que c'est un livre absolument merveilleux. Et est-ce que tu as une citation qui t'a marqué que tu aimerais partager avec nous ? Oui, et ma communauté connaît bien cette citation que je répète sans cesse. Ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. C'est quelque chose qui est ma guidance au quotidien et je trouve que c'est très juste. Très beau message. Merci beaucoup Clémentine pour cet échange, c'était vraiment très intéressant. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.